Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette nouvelle. Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana ont été libérés ce mercredi. L'ancien président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, avait été condamné à 2 mois de prison, dont 15 jours fermes. Le journaliste et chroniqueur, quant à lui, avait écopé de 2 mois avec sursis et en purgé leurs peines respectives. Ils ont pu tous deux regagner leur domicile. Pour rappel, Moustapha Diakhaté avait été placé sous mandat de dépôt suite à des propos jugés insultants et Bachir Fofana, lui, plutôt concernant l'affaire Bachir Fofana, l'infraction de diffusion de fausses nouvelles avait été retenue contre lui avant son placement sous mandat de dépôt. Et c'est une bonne transition pour parler des prisons sénégalaises qui sont toujours au bord de l'asphyxie. Dans certains établissements, la surpopulation carcérale dépasse les 150% de la capacité prévue pour cause des détentions préventives prolongées, des mandats de dépôt systématiques, ainsi que l'absence d'alternatives concrètes telles que le port du bracelet électronique. En avril dernier, les assises de la justice avaient pourtant formulé plusieurs recommandations fortes, mais 3 mois plus tard, sur le terrain, rien ou presque n'a changé. Notre reporter Habib Faye a mené le reportage sur cette crise silencieuse qui ronge les prisons de la capitale, mais même au-delà, le système judiciaire sénégalais. Reportage. Au Sénégal, les prisons débordent. Dans certaines maisons d'arrêt, la surpopulation dépasse les 150% de la capacité d'accueil. Une réalité qui s'explique par la lenteur de la justice, les détentions préventives prolongées et le recours presque systématique au mandat de dépôt. Les prisonniers purgent leur peine dans des conditions extrêmement difficiles. Ils purgent leur peine dans des conditions à la limite inhumaines. À la limite, c'est un traitement dégradant, inhumain, qui aujourd'hui sont réprimés par toutes les conventions internationales dont l'État du Sénégal est partie prenante. Selon les chiffres du ministère de la Justice, près de la moitié des détenus sont en attente de jugement, un phénomène qui accentue l'engagement du système carcéral. Les mandats de dépôt au Sénégal sont délivrés de manière systématique. Je pense qu'à la place d'un mandat de dépôt, on pouvait quand même privilégier le contrôle judiciaire, privilégier les peines alternatives, comme le bracelet électronique. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, vous pouvez le mettre sous bracelet électronique. En avril dernier, les nouvelles autorités ont convoqué les assises de la justice. Parmi les solutions proposées, l'introduction du bracelet électronique, la réduction des délais de jugement et la limitation des détentions provisoires. Les dossiers judiciaires sont traités dans un délai anormalement long. Le délai raisonnable n'est pas respecté ici au Sénégal. Pour un dossier criminel, le juge d'instruction a la latitude d'instruire, donc il n'est pas enfermé dans un délai. Donc il prend tout le temps qu'il souhaite pour instruire un dossier. Aujourd'hui, les recommandations sont là, mais elles tardent à être mises en œuvre. Il faut une volonté politique claire pour alléger les prisons. On a un procureur qui aujourd'hui délivre de manière systématique les mandats de dépôt. Donc ça, je pense que ça fait partie des causes. En attendant, des milliers de personnes restent derrière les barreaux, parfois pour de simples délits, souvent sans avoir été jugés. La réforme de la justice pénale est en marche. Sur le papier, reste à voir quand elle prendra effet dans les cellules. Je vous l'annonçais en titre, le collectif des clients épargnants de la Poste est rouge de colère et pour cause, ces clients peinent à rentrer en possession de leurs fonds après des années d'épargne, une situation inadmissible pour les membres du collectif qui interpellent les autorités afin de pouvoir disposer à nouveau de leurs fonds. Je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole du collectif des clients épargnants qui a tenu donc un rassemblement devant les locaux de la Poste aujourd'hui. Jusque-là, nous tardons à entrer convenablement dans notre fonds. Qu'est-ce que ça passe? Nous venons ici, il y a des clients des millions et des millions. Mais qu'est-ce que ça se passe? Au lieu de nous payer l'intégralité, soit vous retournez de façon bredouille, ou bien on vous donne juste des miettes. Imaginez une personne qui a 5 millions. Venir ici, on lui impose la somme qu'il doit percevoir en quelque sorte. Vous avez 5 millions, on vous donne 200 000 francs. Qu'est-ce que cela veut dire comme ça?
Le ministère du Travail a lancé hier à Saly le dialogue national sur la protection des travailleurs du secteur agricole informel. Cette rencontre vise à engager une réflexion inclusive mais aussi multisectorielle sur les mécanismes de protection sociale à mettre en faveur des travailleurs agricoles. Ces travailleurs souvent exclus des régimes classiques de sécurité sociale. Le point, c'est avec Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Le secteur agricole représente une partie importante de l'emploi au Sénégal, mais demeure marqué par une informalité injustifiable. Un paradoxe pour l'État du Sénégal qui veut leur assurer une protection sociale, d'où le lancement de ce dialogue. Le monde agricole nourrit les populations sénégalaises, mais paradoxalement, ce monde-là est laissé en rade. Il ne bénéficie presque d'aucune protection sociale, à part celle qu'elle se crée elle-même. Le ministre tout à l'heure a parlé de la loi d'orientation sylvo-pastorale, qui doit effectivement prendre en compte ces aspects liés, certains aspects liés à la protection sociale. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour, en fait de compte, baliser la voie qui mène de façon définitive à la protection sociale dans le domaine de l'économie informelle agricole. Les acteurs de l'économie agricole informelle sont donc invités à être flexibles, favorables à ce projet indispensable. C'est vrai qu'il y a de vieilles habitudes qui sont là, culturellement. Je comprends un peu votre question, mais je crois que nous vivons une époque où les gens peuvent expliquer à tout le monde que cela est indispensable. Pas seulement pour eux, mais pour leur famille, leurs enfants, donc leur progéniture. La rencontre a réuni toutes les parties prenantes, rencontre à l'issue de laquelle des propositions satisfaisantes seront faites dans le sens d'améliorer les conditions de prise en charge des travailleurs du secteur agricole. À la tête d'une forte délégation, le député maire de Malicounda, Maguette Sen, s'est rendu dans les villages impactés par l'exploitation de la mine de phosphate de Gade-Bissik. Au terme de cette visite de terrain, l'élu a déploré les effets de la pollution sur les populations riveraines, appelant ainsi à une meilleure prise en charge des impacts environnementaux. Une visite qui s'est tenue en présence de nos reporters Babacar Diouf et Nongouniaï. Au terme de cette visite de terrain, l'élu a déploré les effets de la pollution sur les populations riveraines. Mais il y a des problèmes qui restent entiers et qui sont des problèmes extrêmement importants, puisque quand on parle de santé, le droit à la santé est un droit constitutionnel. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des nuisances de l'air, il y a une pollution de l'air, il y a des nuisances sonores qui impactent négativement la vie des populations. Les villages de Daroukoudos, les villages de Lamsar, les villages de Taïba, de Walo, de Ndiorou, de Mbengen, tous ces villages-là sont impactés au quotidien par la poussière qui se dégage de la mine. Donc il y a une poussière blanche qui envahit ces villages-là en certaines périodes de l'année. Il faut absolument que le DG puisse trouver une solution à cela. Par ailleurs, Maguette Sen a plaidé pour la revalorisation des salaires des travailleurs de la mine de Gade-Bissik. Mais également du côté des emplois aussi, il faut saluer le nombre d'emplois qui ont été créés par cette mine. On est à plus de 500 emplois et 60% c'est des emplois locaux. Je crois que c'est à saluer. Mais c'est au niveau des salaires peut-être qu'il faut revoir le niveau de traitement des employés, revoir à la hausse, parce que le niveau de vie a augmenté au Sénégal. Toutefois, il reconnaît que tout n'est pas négatif dans l'implantation de la mine, soulignant certains impacts économiques positifs pour la localité. J'en profite pour féliciter le DG Manarba, parce que du point de vue de la RSE, quand même, c'est plus de 1,3 milliard qui ont été injectés au niveau de ces 3 communes, et ça a vraiment impacté positivement les populations. Dans le cadre de sa tournée économique, le député maire de Malicounda a invité le directeur général de la mine à engager davantage le dialogue avec les communautés. Nous poursuivons ce journal avec cette véritable bouffée d'oxygène pour les producteurs de la zone des Niayes. L'agence de régulation des marchés promet de les doter très bientôt de chambres froides. Le prototype déjà disponible et fonctionnant à l'énergie solaire leur a été présenté à Daroukoudos. Une innovation qui va réduire de manière drastique les pertes post-récolte qui jusqu'ici étaient dues à une absence totale de logistique de conservation. Cheikh Anta Diop, Saïlatir.
D'espoir chez les producteurs. Désormais, la zone des Niayes est dotée d'infrastructures de conservation des produits maraîchers grâce à des partenaires étrangers. On vous a amené aujourd'hui une chambre froide donc au pied des producteurs dans la zone des Niayes avec une capacité de 15 à 20 tonnes pour des entrepôts de 300 tonnes complètement solaires. Les maraîchers des Niayes ont vivement remercié l'agence de régulation des marchés qui s'est préoccupée des difficultés des producteurs. Une ancienne demande de tous les producteurs maraîchers. Nous pouvons le considérer comme une solution qui peut éliminer complètement la perte post-récolte. Nous avons eu l'honneur de rentrer dans cette chambre de foire et de constater qu'à l'intérieur, il y a une température qui permet aujourd'hui une bonne conservation des légumes. Ceci a fait dire à Babacar Semben, le directeur général de l'ALM, que ces infrastructures profitent à tous les producteurs maraîchers. Aujourd'hui, il y a une partie qui, certes, va être solutionnée par GSE. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours de réhabiliter certains magasins en chambre froide. Cette année-ci, 6 000 tonnes que nous allons réceptionner. Selon Babacar Sembel, l'agence de régulation des marchés, le ministère de l'Agriculture sont en train de travailler avec le secteur privé pour créer un hub logistique. Cela va aider à réduire drastiquement les pertes post-récolte que subissent les producteurs. Allez, nous quittons la zone des Niayes pour Saint-Louis. Le Prytanée militaire Charles Thiororé, encore sacré au concours général. Ahmed Babou a été désigné meilleur élève du Sénégal. Il recevra 4 prix ce jeudi à l'occasion de la cérémonie officielle du concours général. Occasion saisie donc par la rédaction pour nous intéresser à la recette miracle à l'origine des performances de cette prestigieuse école militaire. Comment? Eh bien, en nous introduisant dans ce temple du savoir où la devise est justement savoir pour mieux servir. Ousseynou Diop, Habib Seck. Pour l'édition 2025 du concours général, le meilleur élève est issu du Prytanée militaire, Charles Thiororé de Saint-Louis. Ahmad Babou a remporté au total 4 prix. L'école forme des élèves issus de toutes les 14 régions du Sénégal avec une sélection rigoureuse, selon Abdoulaye Beng, le commandant du Prytanée. Si vous parlez du Prytanée militaire de Saint-Louis, d'abord le recrutement s'est fait par voie de concours. Et un recrutement très sélectif, parce que vous avez, si je donne l'exemple de cette année, plus de 3100 candidats et nous prenons que 50 qui vont venir au Prytanée militaire de Saint-Louis et une quinzaine d'autres qu'on va envoyer dans les autres Prytanée. Le choix sur les professeurs également est une étape décisive. Donc il y a le recrutement des professeurs du Prytanée militaire donc, qui se fait par voie de sélection sur dépôt de candidature au niveau de l'IA et nous sélectionnons les professeurs que nous pensons être plus aptes donc pour dispenser des cours. Depuis 1923, l'école brille dans tous les concours nationaux et internationaux. Ici, la formation est rigoureuse, mais elle est basée sur des valeurs cardinales, selon le commandant de l'école militaire. Nous approcher de la perfection. Donc voilà, ces valeurs et la sélection des élèves, la sélection du corps professoral, mais le soutien que nous avons, donc de l'état-major général des armées, cette conjonction dont je parlais, donc de circonstances et de valeurs que nous inculquons à les élèves, qui font que, effectivement, nous sommes au niveau de ces résultats que nous comptons améliorer d'année en année. L'autre secret de la réussite de l'école militaire implantée à Bango est également le suivi constant des anciens enfants de troupe. J'ai de la promo 1990, donc ces anciens qui sont là et qui regardent l'école, qui scrutent les résultats donc à chaque instant. Donc vous voyez que nous devons à ces anciens-là quand même de préserver donc le flambeau qu'ils nous ont légué, donc de le maintenir haut et intercellant donc sur le volet excellent. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a ouvert ses portes pour la première fois en 1923 au camp Oudéoud, actuel camp El Hadji Oumar. Aujourd'hui, plusieurs anciens enfants de troupe occupent des postes stratégiques dans l'administration sénégalaise. À la une de l'actualité politique, le parti Jitel Waref, le devoir en mouvement, dont le leader était à Tambacounda ce lundi pour s'enquérir de la situation des sinistrés, leur apporter un réconfort moral plutôt. Le faible taux d'investissement mis en relief dans le premier rapport trimestriel d'exécution budgétaire a été également décrié par le président du parti. Il s'agit de M. Alassane Niang, interrogé par notre reporter Mamadou Diouf. Une anomalie. On ne peut pas être dans un pays où on se rend compte qu'au terme d'un trimestre
d'exécution budgétaire, qu'on se rende compte qu'on n'a que 2 milliards. À la limite, je crois que on aurait même pu, je pense que la Cour des comptes aurait même mieux fait de ne pas faire état de ces 2 milliards, parce que tout le monde sait que le budget d'un État doit avoir un ratio qui est, je dirais, à la faveur de l'investissement, ce qu'on appelle couramment des dépenses en capitaux, doivent être finalement l'élément central qui fonde le budget d'un État. Si nous sommes au terme de l'exécution, je dirais, d'un trimestre de budget, pour un budget global avoisinant les 7 000 milliards, apprendre qu'on n'a que 2 milliards, c'est une grosse farce. Et je pense que le Sénégal ne mérite pas que son exécution budgétaire puisse être présentée de la sorte. Mais cela signifie en réalité que quand on n'a pas une vision devant fonder le développement d'un pays, devant fonder la trajectoire économique d'un pays, cela ne m'étonne pas de voir un budget dans lequel on n'a en réalité que 2 milliards pour ce qui est donc de l'investissement. C'est vraiment quelque chose de triste pour ne pas le souligner. Et donc je pense que j'espère que cela va attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'être sérieux dans l'exécution du budget du Sénégal. À quelques jours du Magal de Touba, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, le REVAS, veut lutter contre de potentiels accidents sur la route du Magal. Le REVAS a ainsi lancé sa campagne de dépannage gratuit. Objectif, aider les conducteurs qui auront des soucis techniques avec leur véhicule. Les responsables du regroupement invitent toutefois les chauffeurs au respect strict des règles de sécurité routière. Je vous propose d'écouter tout de suite Ousmane Ba, il est le secrétaire général du REVAS. Notre objectif, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait plus d'accidents sur les routes. La Fédération des acteurs pour la lutte contre les accidents au Sénégal, et nous savons tous que chaque année, nous perdons beaucoup de vies. Et surtout, c'est des cas où le véhicule est tombé en panne et que le chauffeur n'a pas les moyens de les déplacer sur le territoire pour que les autres puissent circuler librement. Souvent, il y arrive des cas d'accident pareils. Et cause pour laquelle le REVAS national s'est organisé sur tout le territoire national, mettant en place des zones d'intervention, des zones de dépannage, pour que tout usager de la route qui est confronté à des soucis techniques puisse quand même se rapprocher de nos équipes pour être dépanné, mais être aussi assisté jusqu'au jour. Les milliards et les millions qu'on injecte dans d'autres structures qui peuvent quand même faire de la propagande partout, mais pas aussi lutter contre les accidents, je crois que vraiment ces subventions peuvent quand même, franchement aussi, nous pouvons en bénéficier. Et pendant que la ville sainte de Touba se prépare à accueillir son Magal, eh bien, Medina Baye prépare également pour son Gamou. Un comité régional de développement présidé par le gouverneur de Kaolack s'est tenu dans la cité religieuse. Pour cette année, 800 forces de l'ordre seront mobilisées pour la sécurité des pèlerins. Et pour ce qui est de l'électricité et de l'eau, eh bien, des engagements ont été pris pour satisfaire toutes les doléances au grand bonheur des membres du comité d'organisation du Gamou. Le reportage est de Ousmane Dem et Tierno Diallo. En ce qui concerne cette manifestation religieuse, l'État compte prendre à bras le corps l'aspect sécuritaire. Le commissaire central a pris ici l'engagement d'assurer une bonne couverture sécuritaire de l'événement en mobilisant plus de 800 éléments du groupement opérationnel de Kaolack, mais également des éléments présentement en service au niveau des 2 commissariats, le commissariat central, mais également le commissariat d'arrondissement de Ndorong. Dans la commune de Kaolack, un plan de circulation à la hauteur de l'événement sera mis en place. L'ensemble des diligences seront mises en œuvre pour gérer la sécurité routière le long des axes conduisant donc à la commune de Kaolack, mais également à l'intérieur de la commune de Kaolack. Et les questions également d'élaborer un plan de circulation à l'intérieur qui pourra donc prendre en charge l'ensemble de contraintes auxquelles on est confronté, notamment la circulation des 2 modes de transport que constituent les 2 roues, mais également les véhicules hippomobiles. Du côté du comité d'organisation du Gamou de Medina Baye, on se réjouit de toutes ces mesures. Nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qu'on a entendu comme engagement de la part des chefs de service, mais surtout l'engagement de M. le gouverneur à accompagner le comité d'organisation et Medina Baye pour
réussir l'encadrement de cette manifestation. Donner un cachet particulier à cet événement religieux d'une dimension internationale, c'est l'objectif que s'est fixé l'État. Au-delà maintenant, nous avons abordé des questions en rapport avec l'arrivée des pèlerins en provenance donc, des pays de la sous-région. Pour ce faire, donc, des correspondances seront adressées donc, en haut lieu auprès donc, des autorités ministérielles compétentes afin que toutes les mesures soient mises en œuvre pour leur faciliter donc, l'accès à notre territoire national. Lors de ce CRD, des questions en rapport avec l'assainissement ont été soulevées. Des assurances ont également été données dans ce sens. La gestion du fonds des cultures urbaines remise en cause par des acteurs du secteur, ces derniers regroupés autour d'un collectif dénommé Djoub Djoubal Djoubanti, rapportent qu'une seule structure a bénéficié d'appui sur les 10 dénombrés dans le département de Keur-Massar, une inégalité qu'ils demandent aux autorités de corriger dans les meilleurs délais. Aminata Ba, Ousmane Baldé. Plusieurs structures culturelles du département de Keur-Massar, dont Africanité, Takal Prod, Pulbi MC et Promar Compagnie, montent au créneau pour exprimer leur vive frustration. Leurs projets ont été rejetés et ils n'ont pas bénéficié du Fonds de développement des cultures urbaines et de l'industrie créative. Mamoudi Diop, porte-parole de ces acteurs culturels, déplore un processus de sélection jugé opaque et injuste. Et beaucoup d'entre nous ici, la surprise, la frustration et surtout l'incompréhension ont été totales. Les projets ont été rejetés sans motif clair. Nous, on ne peut pas comprendre cela. Ce que nous dénonçons, c'est l'opacité du processus. Face à cette situation, ces professionnels de la culture urbaine ont décidé de se regrouper au sein d'un nouveau collectif baptisé Djoub Djoubal Djoubanti, dans le but de défendre leurs droits et de revendiquer une meilleure transparence dans l'attribution des financements. Pourquoi Djoub Djoubal Djoubanti? C'est une métaphore pour exprimer notre frustration avec le mot de notre époque. FDCI, le budget c'est 1 milliard. 520 millions ont été financés. Il dit que les 300 millions, c'est pour le budget de fonctionnement. Donc, il reste 180 millions. Nous demandons où sont passés ces 180 millions-là. Et pourquoi, parmi les 428 projets, je pense qu'il avait dit qu'ils lisibles, pourquoi ils ont pris que 200 projets? Le collectif prévoit comme première action une réclamation collective adressée aux autorités compétentes, espérant ainsi obtenir une réévaluation de leur dossier. On va déposer des réclamations collectives pour leur montrer notre frustration et notre colère. Parce que ce combat-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour tout le Sénégal. Partout, ici à Keur-Massar, on ne peut pas comprendre. Il y a combien de structures qui sont ici à Keur-Massar? On ne peut même pas avoir 3 ou 4 projets retenus. Ces acteurs engagés lancent un appel à l'accompagnement de l'État du Sénégal afin de disposer de moyens pour créer, produire et valoriser des contenus culturels au service du développement local. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, plus précisément, vous le savez, Alassane Dramane Ouattara se lance officiellement dans la course à un nouveau mandat présidentiel. Une annonce faite ce mardi à la télévision ivoirienne à moins de 3 mois de la présidentielle prévue le 25 octobre prochain dans les rues d'Abidjan, notamment à la gare de Treichville. Eh bien, les réactions sont partagées entre soutien assumé et désaccord silencieux. Reportage à Abidjan, Mamadou Ndiaye. Mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. C'est une sortie très commentée qui a immédiatement fait réagir la population. Pour prendre le pouls de l'opinion, nous nous sommes rendus à la gare de Treichville, l'un des carrefours populaires d'Abidjan. Dans l'effervescence de la gare de Treichville, les Ivoiriens interrogés semblent majoritairement favorables à la candidature du chef de l'État. Bien, parce que nous sommes des Ivoiriens, nous souhaitons que le président reste pour son dernier mandat. Et qu'on aimerait qu'il continue son travail qu'il a déjà commencé. Qu'il termine ça, nous savons que c'est son dernier mandat, mais bon, il termine ce mandat-là et puis on verra. Mais pour le moment, on a besoin de la stabilité, la paix et le progrès dans le pays. Je vous remercie.
Concernant la déclaration du président, je suis content parce qu'il incarne la quiétude, il incarne la sécurité et il incarne le réel politique. Mais dans ce flot de soutien, quelques voix discordantes se font entendre, discrètes et parfois résignées. Seul un homme a accepté de dire tout haut son désaccord. Bon, c'est ça. Voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Pour un quatrième mandat, c'est pas un quatrième mandat, c'est pas aussi, comment dirais-je, c'est pas aussi démocratique. Moi, personnellement, je vais être franc, je suis pas pour le quatrième mandat. Maintenant, si on veut se baser sur la Constitution, il lui permet de faire le deuxième mandat et le premier mandat de la 4e République, si on le dit, il n'y a pas de souci, mais qu'il laisse aussi tout le monde se présenter. Et comme ça, parce que nous, souvent, c'est la paix en fait. Voilà, parce que se présenter peut imposer les autres à ne pas se présenter. Vous voyez que ça va envoyer encore des conflits qui nous ont dépassés. Donc nous, tout ce qu'on veut, tout ce que les Ivoiriens veulent, c'est la paix. Voilà, donc si on pense que tout le monde peut être représenté pendant cette élection, et au retour, nous, la population qui paye la paix, nous, ça nous va. Voilà, c'est tout. L'élection présidentielle ivoirienne est prévue le 25 octobre 2025. La commission électorale indépendante a publié en juin la liste électorale définitive comptant 6 millions d'inscrits. Le principal opposant, Tidjane Thiam, a été radié selon la commission électorale indépendante. Mais de son côté, Simone Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan restent en lice pour cette course à la magistrature suprême. À Abidjan, nous sommes. Eh bien, à Abidjan, nous restons pour parler sport et notamment basket, puisque vous savez que la capitale ivoirienne abrite en ce moment l'Afro-Basket. Barrage qualificatif au quart de finale de cet Afro-Basket féminin. Le Sénégal a finalement surclassé le Rwanda. Les Lions se sont imposés sur le score de 80-37. Et en quart de finale, le Sénégal va croiser le fer avec la Côte d'Ivoire. Ce sera ce jeudi à partir de 18h. Nous passons des parquets au gazon vert pour parler de football naturellement avec Maître Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, Madi Touré qui est à sa 3e tentative et Abdoulaye Fall, le néophyte adoubé par de nombreux acteurs du football sénégalais. C'est ainsi donc le trio qui se dégage des 7 candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, une élection qui risque de ne pas se jouer au premier tour lors de l'Assemblée générale élective prévue ce samedi 2 août à Diamniadio. Le reportage est signé Chersade Boudjara. Qui sera le président de la Fédération sénégalaise de football au soir du 2 août 2025? Des 7 candidats, 3 partent nettement favoris. Il y a un trio qui se détache assez nettement. Il s'agit du président sortant, Maître Augustin Senghor, de Madi Touré et de Abdoulaye Fall. Ce trio-là largue assez nettement les 4 autres candidats. Ils sont, malgré tout le respect qu'on leur doit, ils ont proposé des programmes assez alléchants, assez convaincants. Mais Augustin Senghor, Madi Touré et Abdoulaye Fall bénéficient chacun d'une coalition assez forte composée de l'essentiel des forces vives du football, de ce qu'on appelle les acteurs du football qui sont derrière eux. Je pense que donc logiquement le prochain président de la Fédération sénégalaise de football va sortir de ce trio. Maître Senghor qui cherche à rempiler pour un 5e mandat, Madi Touré qui en sera à sa 3e tentative. Et à côté, il y a Abdoulaye Fall qui est quelque peu le néophyte. Une élection qui s'annonce serrée et indécise. Il y a de fortes chances que cette élection-là se joue au second tour. Eu égard à la pléthore de candidatures, il y a 7 candidats. Il faut s'attendre à un éclatement des voix. Maintenant, pour ce second tour-là, si Abdoulaye Fall ne l'emporte pas assez largement au premier tour, je pense que le jeu des alliances pourrait se jouer en sa défaveur, eu égard au rapprochement que tout le monde a constaté entre Maître Augustin Senghor et Madi Touré. Donc Madi Touré aussi a marqué des points récemment avec l'élection de Babacar Ndiaye à la présidence de la Ligue Pro qui s'ajoute à l'élection de Mamadou Niambaye, qui est un de ses partisans. En attendant de savoir qui va sortir vainqueur,
La bataille des 7 aura lieu lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football ce samedi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. De la natation, du taekwondo, du tennis de table et bien d'autres activités sportives. C'était là le programme pour divertir une centaine d'enfants dont la plupart atteints de handicap. La première édition d'un camp dénommé Centre aéré de 21 jours destiné à la formation et à l'éducation ainsi qu'à la détection a pris fin avec des remises de certificats d'encouragement. Et c'était en présence de Amadouba et Chersade Boudjara compte rendu. Sublimer l'inclusion, renforcer la confiance en soi pour une transformation sociale, entre autres objectifs de la première édition du camp de sport de 21 jours. On fait la natation, tennis de table, basket, taekwondo, boxe. On a fait tous les sports, presque. Par exemple, comme Sorna, handicapé sur les deux bras, qui joue pour ping-pong, ça c'est excellent. On a vu aussi Abdou, on a vu les paras qui n'ont pas de bras, qui jouent ping-pong, ça c'est excellent. On a vu aussi la démonstration des enfants sur les jeux électroniques. On a vu aussi les discours. Aujourd'hui au Sénégal, on est dans un pays que l'industrie caractérisée au niveau des enfants. On a vu des discours qui font rentrer dans le cœur pour redresser encore. Le Sénégal a besoin de ça. Une noble mission qui demande le soutien de tout le monde. Le milieu sportif, sans beaucoup de ressources financières, est aussi gangréné. Les fédérations, c'est des associations, c'est des bénévoles. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a un système qui se passe. Il faut qu'on regarde ça aussi au niveau des fédérations. Il y a un système. En matière de sport, il y a beaucoup de corruption. Il faut qu'on regarde le système aussi. Parce que le sport, quand on le dit, voilà, c'est qu'on doit le mériter. Je ne parle pas du Sénégal, mais mondialement. Parce que j'étais entraîneur, je vois beaucoup de choses. La formation et le sport inclusif, des actions qui participent à l'équilibre social, un des piliers d'une nation. Et juste avant la fin de ce journal, cette information qui nous vient du Conseil des ministres, le Conseil des ministres qui, vous le savez, se tient tous les mercredis au Palais de la République. Alors, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko ce 1er août, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et enfin le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite restez avec nous pour retrouver Abdoulaye Der pour la deuxième partie de Soir d'Info.